Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Lumière intérieure. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur et la joie de recevoir David Abiker. Bonjour David Abiker. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur le plateau de KTO. Merci de m'inviter. Alors vous êtes journaliste et chroniqueur à la radio et à la télévision. Vous avez été professeur à Sciences Po. Vous vous présentez comme un DRH défroqué. Vous avez écrit 2 ouvrages, Le Musée de l'Homme, le fabuleux déclin de l'Empire masculin. Et puis vous avez changé de voix brusquement et vous êtes devenu chroniqueur d'abord sur France Info, la matinale. Et aujourd'hui, vous présentez la matinale de Radio Classique. Vous êtes du matin, j'espère, David Abiker. C'est un métier où il faut se lever aux aurores. Alors comment s'organise votre vie ? La vie d'un matinalier, en tout cas la mienne, c'est un réveil vers 4h, 4h30, parfois 5h moins quart si je suis paresseux. Et puis j'arrive à la radio vers 5h30, j'ai travaillé la veille évidemment, et puis le matin, vous allez voir la une des journaux, voir les dernières dépêches, faire le tour des bureaux, sentir l'actualité, et puis à 7h, c'est parti, vous donnez le sommaire de votre matinale, et vous y êtes jusqu'à 9h avec des chroniqueurs, des invités, et c'est comme ça du lundi au vendredi, de 7h à 9h sur Radio Classique. Donc c'est un métier sans repos, n'est-ce pas ? Si, il y a le repos du week-end. Oui, tout de même. Et puis c'est des horaires, particuliers. Parce que moi je travaille à la fin de l'après-midi la veille, et je vais travailler le matin, je vais partir vers 10h30, 11h, tout dépend. Donc vous travaillez mais à un autre moment. Et donc il y a des moments de la journée où les autres travaillent et la journée vous appartient. Vous êtes un peu décalé en... Oui, on est décalé. Ouais. Et alors, je vous ai entendu dire que ce métier nécessitait beaucoup de politesse, que c'était une politesse, ce métier. Bah oui, parce que vous recevez beaucoup de gens et je crois qu'il faut mettre à l'aise les chroniqueurs, leur donner le sentiment qu'ils sont importants, et ils le sont. Ouais. Et c'est pareil pour les invités, c'est pareil pour les présentateurs de journaux. Le matinalier, celui qui fait l'animation de ces 2 heures, c'est quelqu'un qui est responsable de la bonne ambiance dans le studio, du timing aussi, du tempo, du rythme. Et puis aussi, il doit faire en sorte que les gens se sentent attendus, écoutés, relancés, choyés d'une certaine façon. Alors vous maniez quand même aussi l'humour. Comment faire pour nous mettre les gens à l'aise tout en les mettant en boîte ? À Radio Classique, on n'a pas d'humoriste. Et je dois dire que c'est aussi une marque de fabrique. Ouais. Et donc, moi, je ne me transforme pas en comique. Hein. Ce n'est pas le principe. Je crois que les auditeurs n'aimeraient pas ça. Enfin, un peu de malice dans un échange avec... On a une séquence qui s'appelle Esprit libre avec des chroniqueurs. Il y a des moments où vous avez des éclats de rire. Quand vous débattez ou quand vous interrogez Luc Ferry, Franz-Olivier Gisbert, Nicolas Bétou, Routel Krief, Cécile Cornudet des Échos, et puis Jean-Marie Colombani, Géraldine Vosner du Point. Il y a des moments où, si vous voulez, l'humour s'invite. Il faut que l'humour soit inattendu, il faut que le comique soit un comique qu'on n'attend pas. Donc il est rare, mais il est bienvenu. Et alors aujourd'hui, vous êtes venu avec un invité mystère, Obi-Wan, votre chien. Vous m'avez demandé à KTO de venir avec mon chien et j'ai vu qu'effectivement c'était une rédaction et une télévision dog-friendly. Et donc il est venu et là il s'est déjà endormi. Oui, il n'a pas l'air... Non, il n'est pas fasciné par ce que je raconte et j'espère que vos téléspectateurs ne seront pas comme lui. Mais il est sourd, comme un pot, donc globalement... Et qu'est-ce qu'il représente pour vous? Parce qu'on vous voit toujours avec lui. C'est une mascotte, c'est un compagnon et je crois que le chien... Ah bah ça y est, voilà, il voit qu'on parle de lui. On l'a réveillé. Le chien, c'est une solitude augmentée. Un homme est toujours seul, mais avec son chien, il est seul autrement. Et c'est une solitude plus heureuse. J'ai des souvenirs de balades dans la neige, à la montagne. J'avais sur les oreilles mes écouteurs, j'écoutais L'appel de la forêt de Jack London et j'avais mon chien avec moi et je profitais de la solitude et en même temps je partageais ça avec lui. Donc c'est apaisant en quelque sorte. Le chien, oui, c'est un créateur de climat, un adoucisseur d'atmosphère, c'est un créateur de liens. Vous discutez avec des gens que vous n'auriez jamais rencontrés. Le chien est un excellent, un bon intermédiaire, un bon chaperon, un bon médiateur. Voilà, le mot est là. Et votre métier nécessite énormément de curiosité. Comment faites-vous pour toujours la cultiver ? En fait, c'est les invités, c'est les chroniqueurs qui la cultivent. Évidemment, il faut lire les journaux, il faut s'intéresser, il faut lire, etc. Mais le matinalier, par définition, quelqu'un qui réveille les gens dans une matinale généraliste d'information à la radio,
C'est quelqu'un qui doit s'intéresser à la géopolitique, à l'économie, à la politique, à la musique, en ce qui concerne Radio Classique, parce qu'on nous écoute évidemment beaucoup et surtout pour la musique, aussi pour la matinale. Donc, on se nourrit aussi du travail des autres. Je parlais des chroniqueurs. On a Christian Macarian pour la géopolitique, David Barou pour l'économie, François Vidal, Étienne Lefebvre pour l'économie aussi. On a de la politique avec Guillaume Tabar, avec Marcelo Westfred. Je les cite tous parce qu'en fait, ils me nourrissent énormément de tout ce qu'ils savent et du travail qu'ils ont accompli la veille. Puis on a une nouvelle chronique depuis 2 ans de Karine Dijoux, qui est une professeure de lettres classiques qui vient parler de français. Alors ça passionne absolument les auditeurs. Vous savez, nos auditeurs adorent qu'on parle bien français. Ah oui. Et c'était votre rêve d'enfant, ce métier? Pas du tout. Pas du tout. J'avais... Encore que, il y avait quand même un fantasme d'expression, parce que je me souviens qu'en 6e, j'avais un copain qui s'appelait Stanislas, et on avait un magnétophone, et on s'enregistrait en train de faire une émission. Alors ça va faire bondir vos auditeurs. Il avait trouvé un titre un peu rentre-dedans, ça s'appelait L'amour, le sexe et la table. On avait 10 ans, hein, donc on savait rien de ce qu'on racontait, mais on enregistrait, et on racontait comme ça des sottises, et on était très contents de nous. Et qu'on dit papa et maman du titre? Je crois qu'ils n'ont jamais su, en fait. Ils n'ont jamais su. Il valait peut-être mieux pas. Et alors, ce qui est assez marrant, c'est que cette émission, on l'enregistrait, enfin, cette émission, ces élucubrations, on les enregistrait dans sa chambre et il était très éveillé, il s'intéressait beaucoup à la politique, moi pas du tout, mais il y avait un immense poster de Valéry Giscard d'Estaing dans sa chambre et on enregistrait devant cette émission qu'on n'a jamais fait écouter à personne, l'amour, le sexe et la table. C'était quand même une vocation. Pas vraiment, parce qu'en fait j'ai abandonné très vite l'ambition de faire de la radio. Vous l'avez dit, j'ai été DRH, et puis petit à petit, de fil en aiguille, ce serait trop long à résumer, mais il y a eu des écrits, il y a eu des livres, il y a eu des chroniques, et puis petit à petit, les choses se sont professionnalisées à partir de 2007, où j'ai quitté ma fonction de DRH pour aller à France Info, puis à Europe 1, puis à Radio Classique. Et vous ne regrettez pas votre métier de professeur, parce que c'était un tout autre métier? J'étais maître de conférence, donc j'ai enseigné 7 ans à Sciences Po. Le titre de professeur serait usurpé. À Sciences Po, on est maître de conférence, mais pas comme à l'université. On est maître de conférence parce que c'est comme ça qu'on dit à Sciences Po, mais on pourrait tout aussi bien dire chargé de cours. Un maître de conférence à l'université, c'est quelqu'un qui est en train de faire un doctorat, il y a une nomenclature particulière. Donc j'ai été maître de conférence à Sciences Po. Non, je ne regrette pas du tout, parce qu'en fait, je me suis moi-même ennuyé. Et au bout d'un certain temps, quand je me suis rendu compte que je m'ennuyais moi-même, je me suis dit, tu vas devenir, ou tu es déjà ennuyeux pour les élèves, donc je n'ai pas tenu à y rester. Alors, vous venez nous présenter aujourd'hui votre concert de Noël, le concert de Noël de Radio Classique. Ouais. C'est un petit peu tôt pour la saison, mais ça nous met déjà dans l'atmosphère des tourbillons de neige et des flocons. Au moment où l'on parle, je pense que les réservations sont ouvertes, puisque c'est début décembre, hein, c'est le premier week-end de décembre. Je n'ai pas les dates précises en tête, mais ça doit être le 7 décembre à 15h et à 20h pour le dimanche, donc le 6 pour le samedi, ou quelque chose comme ça, ou le vendredi soir qui précède. Et donc le concert de Noël, c'est un grand rendez-vous qui se tient à Paris, au Théâtre des Champs-Élysées, et puis à Bordeaux. Jean-Michel Duez présente en général le concert de Noël de Bordeaux, et moi, ce sera la 4e année où je présente le concert de Noël au Théâtre des Champs-Élysées. C'est un rendez-vous que j'adore. On met un smoking, les gens viennent. D'une certaine façon, c'est Noël avant Noël, et programmation musicale faite par Jean-Michel Duez, qui est très réconfortante, très émouvante. Alors cette année, il y aura du Tchaïkovski, il y aura du Mozart, il y aura du Bach, enfin il y aura toutes les têtes de série, si j'ose dire. Merveilleux. Mais c'est toujours extraordinaire parce que les gens viennent en famille, ils viennent de province, ils viennent de Paris, avec des enfants, avec la grand-mère, avec les parents. Et c'est un vrai paquet cadeau, quoi. Il y a les chocolats que vous préférez, ils sont dans le paquet cadeau, vous ouvrez, c'est de la musique très mélodique, très accessible. C'est ce qu'on veut faire aussi à Radio Classique. Et moi, je présente ça en essayant de détendre un peu l'atmosphère, parce que la musique classique, on dit c'est un public averti, il faut connaître, etc. Et en fait, je fais toujours un comparatif, mais c'est un peu comme le vin. Pour aimer le vin, vous n'avez pas besoin de connaître tous les cépages. Il faut juste avoir un peu de palais. Et pour aimer la musique classique, il faut avoir un peu d'oreille. Et encore, si la mélodie est bonne... Et vous êtes musicien vous-même? Pas du tout. Pas du tout, mais j'ai été élevé par un mélomane. Mon père écoutait beaucoup de musique et pendant 20 ans, en Bretagne, il a organisé des concerts de musique classique.
pendant qu'il était en retraite, il avait une association qui s'appelait le 5 à 7 musical. Et pendant 20 ans, il a fait venir des jeunes musiciens qui sortaient de conservatoires, de Paris ou de province. Et il leur a organisé des concerts et ça a nourri merveilleusement sa retraite. Et il m'a fait écouter beaucoup de musique classique quand j'étais môme. Et j'ai failli en être écœuré. Et puis les hasards de la vie ont fait que j'ai atterri à Radio Classique et je m'y suis remis. Et j'ai d'ailleurs présenté pendant 5 ans des émissions de musique classique sur Radio Classique. Très bien. Alors, je vous rappelle que vous êtes sur KTO. Dans l'émission Lumière intérieure, nous recevons David Abiker qui vient nous présenter son métier de chroniqueur, la matinale sur Radio Classique et ce concert de Noël magique pour tout bientôt finalement. Et maintenant, nous allons passer à la seconde partie de l'émission qui est un peu particulière. Il paraît que vous partez. On vous laisse seul dans cette jolie pièce ou cette petite boîte, je ne sais pas. Et on vous donne 4 mots que vous allez commenter et éclairer à votre façon. Mais vous restez là par la voix quand même. Oui, je reste là par la voix, exactement. Alors, à tout à l'heure. David Abiker, est-ce que vous êtes bien confortablement installé ? Parfaitement, je n'ai pas encore utilisé le repose-pied, mais ça ne saurait tarder. Vous allez faire comme le chien finalement. Il s'est endormi et il ronfle, alors j'espère ne pas faire pareil. Alors, le premier mot auquel nous avons pensé en pensant à vous, c'est le mot voix. Ah. Alors la voix, ouais, c'est important. C'est important. Alors, parfois les gens me disent, mais je vous reconnais à votre voix. Pour moi, la voix, si vous me dites la voix, évidemment, les premières voix, c'est celle des parents. Pour moi, c'est celle de Jean-Louis Trintignant qui raconte Le Petit Prince. La version du Petit Prince, on pense toujours à celle de Gérard Philippe. Mais pour moi, la voix de Jean-Louis Trintignant, que ce soit Le Petit Prince, parce que je l'écoutais quand j'étais tout petit, sur un enregistrement Philips, mais ensuite, j'ai toujours été fasciné par la voix de Jean-Louis Trintignant. Je trouve que c'est une voix à la fois calme, qui est d'une fausse neutralité, et qui, dans sa tranquillité, vous emmène sur des territoires absolument inédits. Et donc, évidemment, la voix... c'est quelque chose de très particulier. Et ensuite, quand on est mélomane, quand on aime la musique, on se met à aimer toutes les voix possibles. Et vous avez gardé la musique du Petit Prince ? Sur cet enregistrement, c'était un concerto de Mozart, un concerto pour piano. Je ne sais plus lequel, à vrai dire, soit le 21, soit le 23, je ne sais plus. Mais j'ai la musique en tête. Pour le texte du Petit Prince, je dois dire... J'ai un peu évolué, je dois dire. Je le connaissais par cœur enfant. Maintenant, je passerai à autre chose. Mais je retiens la voix de Jean-Louis Trintignant. Et alors, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Parce que vous êtes quand même la voix qui accompagnait tant de gens au réveil le matin. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Comment vivez-vous cette sorte de responsabilité d'être la voix qui réveille les gens le matin ? Il y a d'abord une partie technique et puis il y a une partie plus émotionnelle, si vous voulez. La partie technique, c'est qu'il faut quand même se surveiller. Parfois, on peut être pris par l'émotion ou pris par l'agacement ou jouer une fausse colère. Et donc là, il faut se maîtriser parce que l'animateur d'une matinale, il doit être sinon neutre, sinon objectif, au moins rester calme. Nous, notre slogan à Radio Classique, c'est l'art de bien commencer la journée, et puis c'est l'harmonie. Donc, pas de buzz, pas d'énervement, pas de bon sang de bonsoir. Ça ne veut pas dire qu'on est rasoir, mais il faut emmener les gens. Et souvent, quand je rencontre des auditeurs, ils me disent « vous êtes la voix qui me réveille ». Et puis à côté de ça, il y a un attachement, on s'attache aux voix qu'on entend à la radio. Moi-même, j'ai entendu des voix, j'ai entendu des voix à la radio et ailleurs qui m'ont marqué. J'ai des souvenirs sur France Inter de Nicolas Poincaré, et puis d'autres voix. Celle de Domoran est tout à fait typique. Et puis il y en a plein d'autres. La voix de Pierre Desproges au tribunal des flagrants délires, c'était une voix. La voix de Jean-Pierre Elkabbach à Europe 1. Enfin, j'en oublie. Je préfère pas les énoncer parce qu'à chaque fois, on vexe des gens. On a une très belle voix à Radio Classique qui est la voix d'Élodie Fondacci qui raconte des histoires aux enfants notamment et qui fait la tranche de l'après-midi sur Radio Classique. Elle a une voix, c'est du cristal. Oui, c'est vrai. On la connaît bien aussi. Est-ce que vous croyez qu'il y a des pièges quand on est une voix pour les gens ? Des pièges ?
Est-ce qu'on peut construire et briser? Est-ce qu'on peut allumer la lumière et l'éteindre? Ah, je pense qu'il y a des voix, il y a des voix qui réconfortent, évidemment, oui. Je pense qu'il y a des voix qui réconfortent. J'avais enfant une marraine qui s'appelait Anne-Marie, qui est morte malheureusement. Et quand elle me racontait une histoire, mais j'étais comme sous tranquillisant. C'était incroyable. Elle avait un léger accent corse, mais très léger. Et je dois dire que quand elle me racontait une histoire, j'avais la poitrine qui se remplissait d'espèces de baume. Je me sentais transporté. Et ensuite, il y a la voix évidemment des parents. Mon père me racontait beaucoup d'histoires. Mon père me racontait beaucoup de carabistouilles aussi. Il adorait inventer des canulars, des choses comme ça. Donc évidemment, la voix des parents. Et puis parfois, vous rencontrez quelqu'un et puis sa voix vous semble familière et vous ne l'avez jamais vue. Ça, c'est un mystère de la voix aussi. J'ai rencontré comme ça une jeune femme qui s'appelait Emma. Et la première fois que je l'ai entendue, je me suis dit, mais tu as une voix incroyable. Où est-ce que j'ai entendu ta voix? Et je cherchais dans le cortège des comédiennes françaises une voix. Et en fait, non, c'était sa voix. Il y a des saints, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez entendu des voix. Vous nous avez parlé de votre marraine, de vos parents, de votre papa. Mais est-ce qu'il y a des saints qui disent entendre des voix? Il y a Jeanne d'Arc. Il y a Jeanne d'Arc. Voilà, il y a Jeanne d'Arc. Est-ce que c'est la voix de Dieu qu'on entend? Il y a Mère Teresa aussi. Alors elle, c'est un peu différent de Jeanne d'Arc. Elle n'entendait pas une voix dans son oreille, mais des voix intérieures, une espèce de voix qui lui demande là de quitter son couvent pour aller fonder les missionnaires de la charité. Vous croyez que Dieu a une voix? Je crois que les gens qui l'entendent choisissent la foi ou sont pris par la foi. Je dois dire que moi, c'est plutôt une présence que j'entends, ou en tout cas, on dit que j'ai de l'humour. Et cet humour, je le tiens de mon père. Et il y a des jours où je fais des blagues et je me dis, c'est pas possible, il est là, quoi. C'est lui qui m'inspire. Mon père n'avait rien d'un saint ni rien du bon Dieu, mais c'était un homme de bonne volonté. Et parfois, je me retrouve dans des situations, je me dis, c'est pas possible, c'est lui qui m'inspire, quoi. Alors, ça n'est pas Dieu et Mère Teresa, ça n'est pas Jeanne d'Arc et la mission que lui a confiée le bon Dieu, mais la présence des êtres disparus est une façon d'entendre des voix. Par exemple, avec mon cousin Philippe, on parlait énormément de ma grand-mère Zazou, qu'on appelait Zazou, et qui était une cuisinière incroyable parce que c'était une juive marocaine, donc vous imaginez bien que la cuisine, le Maroc et la mère juive, ça fait plutôt bon ménage. Et on en parle encore. Et elle nous parle encore, et mieux que ça, quand on se balade, on fait toujours avec mon cousin de nombreuses balades, on se met à parler comme ma grand-mère, qui parlait comme ça, un petit peu en roulant les airs, etc. Ni un accent italien, ni un accent égyptien, mais cet accent des Juifs du Maroc francophone qui revient. Et elle est là, elle est présente. Donc effectivement, on peut entendre des voix à travers les souvenirs des êtres aimés. Voilà. Qu'on sent présents avec nous alors même qu'ils ont disparu. Oui, mais pas tous. C'est ça qui est assez curieux. C'est-à-dire que vous ne savez pas pourquoi les gens finissent par compter ou ressurgir dans votre quotidien. C'est très curieux. Il y a des gens que vous aimez et ils ont disparu à jamais, vous ne les entendez pas, vous vous souvenez seulement. Et puis dans les deux exemples que je vous ai donnés, c'est-à-dire l'esprit de mon père, cet humour un peu caustique, cette façon de regarder les choses, il est là. Et ma grand-mère qui nous a pourri gâtés d'amour, d'affection, elle est toujours là. Je dois dire que ces deux exemples... Et puis il y a ma marraine, effectivement, qui est là, cette marraine corse, Anne-Marie. Non, c'est très curieux. Pourquoi les voix restent et pourquoi on les entend encore après la disparition des gens? C'est un mystère, mais c'est très bien que ce soit un mystère. Ils sont peut-être vraiment là, qui sait? On serait bien contents. Alors peut-être qu'on va passer au second mot, si vous le voulez bien, David Abiker. Je vous rappelle, nous sommes sur KTO et nous sommes dans l'émission Lumière intérieure et nous avons l'honneur de recevoir David Abiker, chroniqueur présentant la matinale sur Radio Classique. Et le second mot, c'est vin. Le vin. Ah la vache. Vous savez que j'y connais rien en vin. Mais il se trouve que l'année dernière, j'ai été admis dans la jurade de Saint-Émilion. Alors, il y a un rapport entre Radio Classique, le vin et moi.
j'ai été admis dans la jurade de Saint-Émilion, alors on vous met une cape rouge, on vous fait défiler dans Saint-Émilion, il y a une cérémonie, enfin c'est vraiment une intronisation, une initiation. Un rite de passage. Voilà, c'est un rituel de passage, et moi j'adore les rituels de passage. Que ce soit recevoir son képi d'officier, que ce soit pour certains être initié dans une loge maçonnique, que ce soit pour d'autres rejoindre les scouts, que ce soit devenir professeur d'université, que ce soit recevoir un diplôme, que ce soit devenir compagnon et devenir un artisan d'art, les rites de passage sont des choses dont on ne devrait pas se passer. Alors ensuite pour le vin, donc il y a eu cette intronisation, et puis Radio Classique appartient à un groupe qui s'appelle LVMH et qui est évidemment très proche de la vigne et des métiers du vin, et qui a toujours été dirigé, depuis que je la connais en tout cas, par des gens qui sont des fines gueules, que ce soit Bertrand d'Hermoncourt aujourd'hui, Hervé Gattegno qui dirige la rédaction, et Bertrand d'Hermoncourt qui est le directeur de Radio Classique, ou même Pierre Louette. Ce sont de très grands, Pierre Louette qui est le président de la radio, ce sont de très grands amateurs de vin. Et d'ailleurs, quand ils m'invitent à déjeuner, ils choisissent toujours l'endroit, certes en fonction de la carte, mais surtout, ils font attention à ce qu'on va boire. Et je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est intéressant de travailler avec des gens qui n'oublient pas les plaisirs de la vie. Vous savez que le travail a pris énormément d'importance dans la vie des uns et des autres sous nos cieux, même si la nouvelle génération est un peu plus distanciée vis-à-vis du travail, parfois un peu trop. Mais les gens qui arrivent à mêler le plaisir au travail, je trouve que c'est intéressant. Et donc le vin en fait partie, avec modération ou pas d'ailleurs, parce qu'un peu d'ivresse quand même, c'est pas mal. Vous allez avoir un avertissement de l'ARCOM à cause de moi. Donc pour vous, le vin, c'est la communion, la joie? C'est la communion entre les êtres, ouais. Je trouve qu'il ne faut pas boire seul, je trouverais ça encore que. Quand on a bien travaillé, fini un bon texte, je fais des chroniques aux Parisiens, j'écris, si j'écris le soir et que j'ai terminé, que je suis content de mon texte, je vais me servir un coup de blanc ou un coup de rouge. Chez moi, il y a un côté assez judéo-chrétien qui est « je fais un effort, je me récompense », mais je ne me récompense jamais avant de faire un effort. C'est bizarre, hein? Donc le vin peut aussi procurer la joie, comme on l'a dit, mais aussi la tristesse. On noie son chagrin dans l'alcool, non? Non, ça, c'est pas mon truc. Moi, je noie mon chagrin dans le chagrin. Vous noyez votre chagrin dans le... Ceci dit, j'aime pas le chagrin, j'aime pas la douleur, j'aime pas l'angoisse. On peut devenir trop familier de la douleur, de l'angoisse, du chagrin, de la dépression, et je les fuis. Je les fuis. Pour moi, une journée doit toujours contenir un moment d'espoir, d'espérance, d'envie, de joie. Ne serait-ce que de rentrer du bureau à pied, pour moi, c'est un plaisir quotidien. Y aller à pied est moins un plaisir, mais je m'y astreins. Mais je rentre toujours avec beaucoup de bonheur à pied de Radio Classique jusque chez moi. Et donc le vin, non, le vin n'est pas... si un jour je suis triste au point de me servir un verre de vin, ça veut dire que quelque chose ne va vraiment pas. Et je me méfierais. Et qu'est-ce qui vous fait traverser les moments difficiles? Qu'est-ce qui ressource votre existence, David Abiker? Le chien qui est dans ce studio, mais avant le chien, ma femme, qui est une compagne de 28 ans, et mes filles, évidemment, et puis mes proches. Je pense que vraiment, ce qui aide à traverser l'existence, c'est vraiment les gens qu'on aime et qui vous aiment. Et ça ne nous déçoit pas? On est rarement déçu. Moi, je me méfie beaucoup des gens qui disent « Ah, un tel m'a déçu tous les 3 jours. » Je me méfie de ça. Je me méfie des gens qui sont trop expansifs ou qui crient immédiatement à la méchanceté du monde. Je trouve que je pense que les gens ne sont pas vilains, ils ne sont pas méchants. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai eu un cancer et je lisais partout, mon Dieu, quand vous avez un cancer, cachez-le. Quand vous l'annoncez au bureau ou ailleurs, les gens vous tournent le dos. Enfin, c'est le contraire. Les gens sont bons, il y a beaucoup de bonté. Donc, je ne crois pas à la méchanceté du monde. Le monde est dur, évidemment, mais je crois que les êtres humains sont beaucoup plus gentils et avenant qu'on ne veut bien le dire. Simplement, il y a les réseaux sociaux, simplement, il y a la médiatisation du malheur, des émotions négatives, des passions tristes. Donc effectivement, vous avez raison, de temps en temps, un coup de jaja, ça ne fait pas de mal. Et ce cancer, ça a été une expérience importante dans votre vie?
c'était une maladie d'abord. Oui. Parce que les gens disent... Non, mais maintenant, il y a tout un cinéma autour du cancer et de la maladie. On dit, j'ai eu une maladie, je l'ai traversée, et donc c'est un rituel de passage. Non, une maladie, un cancer, c'est quelque chose dont on peut se passer. Ça n'est pas un rituel de passage. Les gens disent, le cancer m'a rendu meilleur, je profite davantage de la vie depuis. Bon... J'avais un médecin qui disait j'ai des malades, un malade con qui rentre dans un cancer, il guérit et il en sort tout aussi con qu'il est entré. Et je suis assez d'accord avec ça. Je veux dire, le cancer n'est pas là pour rendre les gens bons comme une épreuve qui aurait son côté positif. Je le dis à vos téléspectateurs, si vous pouvez éviter le cancer, évitez-le. Je le dis avec un peu de malice, hein, mais c'est pour fendre un lieu commun assez pénible qui voudrait que la douleur nous rend meilleurs. Ça, j'y crois pas du tout. Si on peut éviter la douleur, c'est très bien. Par contre, on peut aussi éviter d'infliger de la douleur aux autres. Donc finalement, c'était pour vous que quelque chose de négatif? Il y a en médecine un truc qu'on appelle les bénéfices secondaires de la maladie et le fait de se faire plaindre. J'ai fait un livre là-dessus, d'un type qui a un cancer et qui en profite pour se faire plaindre et se faire chouchouter et même se victimiser, ce qui est quand même un signe des temps et une tendance très précise aujourd'hui. Et donc, les bénéfices secondaires, c'est quand vous avez une maladie, mais qu'à côté de la maladie, vous avez des choses qui vous réconfortent. Ça peut être l'amour d'un proche, ça peut être le fait de se faire chouchouter, ça peut être le fait d'être entouré. Et puis surtout, le principal bénéfice, c'est de guérir. Quand on a une maladie, quelle qu'elle soit, il faut s'engager de façon très professionnelle et de façon très... volontaire dans le chemin de la guérison, si évidemment le pronostic vital est bon. Et s'il ne l'est pas, mon Dieu, tous les moyens sont bons pour essayer de garder le moral. David Abiker, merci beaucoup. On parlait du vin. Est-ce que le vin a quelque chose à voir avec la beauté de la création ? Le vin, il a une place particulière dans la Bible, évidemment. Hein. Dans le Cantique des Cantiques, il est question de raisin, de vin qui coule à flot. Moi, j'allais en vacances dans le Doubs quand j'étais petit. Et dans le village que nous fréquentions, j'allais à la pêche avec mon oncle, il y avait des dîners, des déjeuners du dimanche. Et à ces déjeuners du dimanche, il y avait un abbé qui venait, qui était l'ami de la famille. C'était un très beau type qui ressemblait à Charlton Heston, avec sa soutane. Il arrivait en vélo. J'étais fasciné par sa façon de descendre de vélo. Il avait une façon d'enjamber son vélo et d'en descendre, on aurait dit. Je me disais, c'est Zorro qui arrive. Donc j'étais fasciné par ça. Et j'allais traîner dans l'église. J'avais pas d'éducation religieuse, mais ma grande-tante était la bonne de ce curé. On disait une bonne du curé à l'époque. Elle vivait à la cure. Enfin non, elle vivait pas à la cure. Elle l'assistait à la cure et elle vivait chez elle. Et donc, pour moi, l'église était un peu une maison de famille, quoi. Enfin, elle n'était pas loin de la maison où on passait nos vacances. Et j'allais traîner à la cure et j'ai dû poser tout un tas de questions sur le vin de messe. Je voulais qu'il me montre le vin de messe. Je voulais voir ces grands tiroirs où il rangeait les habits de messe qui étaient brodés. Ma mère a fait beaucoup de broderies et donc j'étais fasciné par les vêtements de messe brodés à la main. Et puis il y avait dans l'église un Saint-Michel avec une épée. Je crois que c'était Saint-Michel terrassant le dragon. Et moi j'étais fasciné par l'épée. Saint-Michel, ça me disait rien, mais alors l'épée, et je disais à l'abbé Georges Cholet, tu veux pas me prêter l'épée? Je le tutoyais en plus. Enfin bon, tu veux pas me prêter l'épée? Il me disait mais non, c'est l'épée de la statue, on peut pas l'enlever. Et donc voilà, si vous me parlez du vin de messe, je pense à ça. Et d'ailleurs, il y a aussi une histoire d'ivresse, non, dans la foi? Être ivre de Dieu, on entend ça. Alors ça, c'est autre chose. Mais là, je ne m'aventure pas parce que moi, je n'ai pas... je suis fils d'une mère catholique et d'un père juif. Donc vous imaginez que je suis un être hybride. Et mon rapport à la religion est un rapport sensuel et un rapport lié au souvenir. Donc la religion, pour moi, n'est que Madeleine de Proust, si vous voulez. C'est le Shabbat chez ma grand-mère avec tous les parfums de cuisine. C'est le plus jeune fils de ma grand-mère, donc mon oncle Dan, qui était très religieux à l'époque et qui a
fait son alia, qui est parti en Israël, et que j'entendais marmonner à table, et j'essayais de le faire rire pendant sa prière parce que je comprenais rien, et il se marrait, et il continuait en même temps sa prière à voix basse, et puis en même temps, c'est ce curé et cette tante qui était sa domestique ou son assistante à la cure, c'est ces souvenirs-là, c'est ma mère qui a brodé beaucoup de choses, beaucoup de vierges à l'enfant, elle a brodé des choses comme ça, sans être elle-même très prise par la foi. Mais je suis un pur produit des mariages mixtes et de cette foi qui en France se retire un peu comme la mer, mais qui reflue, qui revient. Voilà ce que je peux vous dire. Alors sur l'ivresse de la foi, je me méfie toujours de l'ivresse de la foi quand elle dérive vers le fanatisme, quel qu'il soit. Là-dessus, je fais attention. Mais en vérité, j'ai toujours plutôt eu du bonheur à me retrouver avec des gens de foi, que ce soit des prêtres, des imams, des rabbins. Je dois dire que c'est en général des gens que j'apprécie. Et qu'est-ce qui vous plaît chez eux ? L'humour. L'humour et la façon d'aborder l'être humain. Eh bien, ça nous permet de passer au troisième mot. Et ce mot, David Abiker, c'est lumière. Ah, on est entouré de lumière sur ce plateau. Que voulez-vous que je vous dise sur la lumière ? Qu'est-ce qui est une lumière pour vous ? Ce qui est une lumière ce qui me vient spontanément, c'est la beauté de la lumière vers 18h en ce moment, dans ma maison de campagne. J'ai une maison de campagne pas loin de Paris, et je dois dire qu'à 18h, il y a une lumière un peu rasante maintenant, qui couvre les murs et les arbres d'or, et ma foi, c'est un cadeau, c'est un vrai cadeau. C'est pas mal en vieillissant. Vieillir n'a que des désavantages, mais on profite mieux des instants et de l'instant présent. Ça, c'est formidable. Et je dois dire que cette lumière-là, je ne sais pas si c'est une lumière divine, mais c'est une lumière qui fait du bien au cœur. Et c'est bien de la partager. Souvent, quand cette lumière arrive, je dis à mon épouse, « Oh là là, qu'est-ce qu'on a de la chance d'être là !» Est-ce qu'il y a des parts de doute et d'obscurité dans votre vie ? Ah bah oui, je suis hypocondriaque, donc si vous voulez, pour moi, les ténèbres, c'est la maladie. Ça s'est d'ailleurs confirmé à la mort de mon père, qui est mort d'un cancer, et ça a réactualisé pas mal de souvenirs de mon cancer à moi, donc je me suis mis à avoir très peur de la maladie, et puis ça passe. Le travail et puis des habitudes régulières, et puis une vie à peu près saine, je dis bien à peu près saine, ça permet de dissiper les ténèbres et le cafard. Mais je vous ai dit, moi, je rue dès qu'il y a... Vous savez, en bande dessinée, il y a toujours des personnages qui sont poursuivis par un nuage noir avec des éclairs. Dès que ce nuage arrive, il faut absolument que je m'en défasse. Donc, en général, je vais marcher. Et la marche en forêt produit une méditation et permet de retrouver des lumières tout à fait particulières. Cet hiver, j'ai fait des balades en forêt avec des lumières d'hiver absolument exceptionnelles. Et dans ces cas-là, eh bien, la marche est une méditation. Je sais où vous voulez m'attirer, vous voulez m'emmener vers la prière, vous voulez m'emmener vers la méditation. Alors je ne peux pas dire que je prie au sens littéral et religieux du terme, mais quand même, quand vous vous baladez en hiver dans une forêt avec votre chien, que vous n'écoutez que les bruits de la forêt, je peux vous dire que vous êtes en pleine méditation et que la forêt vous donne beaucoup, beaucoup de choses. Et pour vous, ce serait... J'y pensais pas, vous voyez, mais c'est vous qui m'avez donné l'idée maintenant. Ouais. Et pour vous, ce serait quoi, prier, du coup ? Prier, je vous le dis, c'est marcher en forêt et se laisser pénétrer et caressé par les bienfaits de la forêt et ses bruits. Donc c'est le bruit des feuilles dans les arbres, c'est le tac-tac d'un pivert, c'est un chien et son maître qu'on va rencontrer, c'est une ligne d'horizon, c'est un chemin que vous regardez et qui serpente. Et à chaque fois, je suis assez étonné parce qu'il n'y a que dans la forêt, et peut-être en montagne aussi, que je me dis, mon Dieu, mais que c'est beau. Et là, je viens de dire mon Dieu, je dis souvent mon Dieu, et pourtant, je ne suis pas un très bon croyant. Donc pour vous, c'est pas vraiment quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui regarde David Abiker dans la forêt, qui l'enveloppe de sa douceur et de sa tendresse ?
Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de druidique à marcher dans la forêt, à en saisir les bruits? Quand je ferme mes volets le soir dans cette maison de campagne, je lève toujours les yeux vers le ciel. Je suis toujours séduit par l'immensité. Et quand vous êtes à la campagne, vous savez qu'à Paris, vous avez une lumière céleste qui est polluée, alors qu'à la campagne, elle est beaucoup moins polluée par les lumières de la ville. Donc vous regardez la voûte étoilée et évidemment, vous vous dites, sommes-nous seuls? Qui a fait ça? Je suis tout petit. Donc devant l'expérience de sa fragilité, de sa petitesse, là, on se dit, il y a quelqu'un de grand qui me conduit peut-être. Vous vous dites, on est sur une planète toute petite et on est capable de batailler, de s'engueuler, de se faire la guerre, alors qu'elle est vraiment un grain de riz dans l'univers. Et vous vous dites, à quoi bon? Maintenant, effectivement, il y a quand même un vertige quand vous regardez le ciel et vous vous dites, c'est pas possible, quoi. Quelle est la clé? Quelle est la clé? Alors, il y a des gens qui disent, ils veulent une clé absolument. Ils veulent une explication absolument. Et ils vont la chercher, pas nécessairement dans la religion, ils vont la chercher, il y en a qui vous disent, la Terre est plate, d'autres qui vous disent, l'homme n'a jamais marché sur la Lune, d'autres vous disent, la solution, c'est le rejet, c'est la colère. Enfin, vous savez qu'on cherche des solutions simples à des problèmes très complexes. Je trouve que c'est pas mal de se laisser habiter par le doute. Et dans Conclave, d'ailleurs, ce film intéressant sur la façon dont le pape est choisi, qui est une vraie fiction, hein. Je ne suis pas sûr qu'il ait fait que des heureux chez vos téléspectateurs, mais il y a un passage sur le doute extraordinaire de Ralph Fiennes, le comédien qui joue ce cardinal qui doit organiser l'élection du nouveau pape, et il parle du doute, et il dit le doute marche main dans la main avec la foi, et je trouve que c'est un passage qui vaut pour la foi chrétienne et qui vaut pour toutes les foi. Ça permet à la fois de se questionner sur pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, et en même temps le doute évite de sombrer dans l'exclusion, dans l'anathème, dans le blasphème aussi, et surtout dans le rejet des autres. Donc le doute et la foi doivent marcher main dans la main. C'est ce que j'ai retenu de ce sermon du cardinal de cinéma. Et la mort, vous y pensez ? Bien sûr, j'y pense. J'y pense parce que ma mère vient d'entrer en EHPAD et donc j'y pense. Ouais. Évidemment, on y pense pour soi. Parce que ma mère est un peu diminuée, donc elle a beaucoup de moments d'absence. Et en même temps, j'essaye de faire ce qu'il faut pour. Je vais la voir très souvent. Et c'est un passage. C'est un passage de voir vieillir ses parents. Avant même qu'ils rentrent dans une maison de retraite ou qu'ils entrent dans le grand âge, c'est un passage de voir ses parents en souffrance ou de voir partir ses parents. On devient... pas le parent de ses parents, mais enfin, ils ont veillé sur vous toute votre vie, et à ce moment-là, vous vous rendez compte qu'il faut veiller sur eux. Vous avez décrit ça magnifiquement dans ce très beau texte « Nourrir sa mère » que vous avez publié, où vous dites, c'est assez touchant, qu'à la fois c'est une douceur et à la fois une grande violence. Bien sûr, c'est une douceur parce que vous retrouvez des gestes de douceur dont vous avez bénéficié, vous en faites bénéficier votre père ou votre mère en le nourrissant, en le caressant, en essayant on les traite presque comme des bébés dans un berceau. Et en même temps, c'est violent parce que vous savez que la mort n'est pas très loin, non seulement pour vos proches, pour la personne qui est très âgée, mais aussi pour vous. Enfin, je veux dire, moi j'ai 56 ans, il me reste 25 ans. Quand je vois 25, peut-être 30, mais quand je vois à quelle vitesse sont passées les 25 dernières années, je peux vous dire, je profite de chaque instant, de chaque matinale radio, de chaque promenade avec mon chien. Et pour vous, cette mort, c'est une obscurité ou une barrière infranchissable ? Non. Non, j'ai un peu moins peur. J'ai un peu moins peur maintenant. J'ai un peu moins peur maintenant. Pourquoi ? J'en sais rien. J'en sais rien. Je ne saurais pas vous dire. Peut-être parce que je crois que je suis heureux et que le moment venu, je pourrais me dire, s'il n'y a pas de drame dans les 25 prochaines années, je pourrais me dire, bon, t'as eu ton compte, te plains pas. Mais donc après, c'est fini ? J'en sais rien. Qui suis-je pour vous dire qu'après, c'est fini ? J'en sais rien. Parfois, je me dis, avec quoi tu veux être enterré ? Alors, je pense à mes joujoux, je pense à un portrait, je pense... j'en sais rien.
Non, non, non. Non, non, je ne saurais pas dire après c'est terminé. Parfois, dans un accès de dépit, je dis bon, nous venons de la poussière, nous retournerons poussière. Ou parfois, pour faire râler ma femme, je dis je suis aujourd'hui un vieil homme au soir de sa vie, je fais du théâtre, etc. Enfin, on est tous un peu tétanisés et très curieux de savoir s'il y a quelque chose après. Mais avant la mort, il y a quand même ces gens qui travaillent dans des établissements pour personnes âgées et dont la bonté est absolument bouleversante. Contrairement à beaucoup de choses qu'on raconte, moi je suis absolument fasciné que des gens qui n'ont aucun lien de parenté avec des personnes âgées, qu'il faut laver, nourrir, rassurer, auxquelles il faut parler, qu'il faut changer, est une bonté que je vois, hein, que j'ai vu. Ma mère était dans une résidence senior et maintenant elle est dans cet établissement d'hébergement pour personnes dépendantes. Ça me bouleverse peut-être encore plus que l'état de ma mère. C'est-à-dire la capacité de bonté des aides-soignantes, des aides de vie, des gens qui apportent les repas. Je suis mais sidéré de cette force. Je l'ai dit dans la chronique, Napoléon, Batman et Gladiator n'oseraient jamais ce qu'osent et font au quotidien ces personnes. Donc la tendresse vis-à-vis de quelqu'un en extrême dépendance, pour vous, c'est la plus grande force? Ceux qui sont capables de prodiguer ces soins sont pour moi j'allais dire des surhommes, mais le plus souvent c'est des surfemmes. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est des professions très féminisées. Et donc je suis impressionné par cette capacité de soin. Et il faut le dire. Il faut le dire et le répéter, parce que sinon, si on laisse faire des médias et le tempérament français familier des passions tristes, on va accabler ces métiers ou on va en dégoûter ceux qui seraient tentés par le soin, que ce soit dans le public ou dans le privé. Et si on dégoûte une génération de gens qui pourraient avoir la vocation pour prendre soin des autres, nous sommes absolument foutus. Foutus de chez foutus, et foutus à cause de nos colères et de notre capacité à voir les choses en noir. Donc, non, vraiment, il ne faut absolument pas écœurer les gens qui ont la passion du soin ou qui sont arrivés dans ces métiers, parfois qui sont mal rémunérés, mal reconnus, mais il faut absolument, au moins pour les proches des patients, pour les proches des parents qui sont dans ces établissements, ne pas se comporter comme des clients, mais se comporter comme des partenaires. Alors certes, il y a peut-être des endroits où ça déconne, et on l'a vu grâce à certaines publications. Enfin, la grande majorité des gens qui aident les personnes âgées sont des gens qui me paraissent particulièrement méritants. Merci beaucoup David Abiker. Et ben, ça nous permet d'aller au dernier mot. Et ce dernier mot, c'est transmission. Ah, la transmission. Alors la transmission, ça a plusieurs sens. Un régiment de transmission, c'est quelqu'un qui s'occupe des talkie-walkie et de la radio. Ah oui, ça vous parle, on appelait ça les transmissions. J'ai fait mon service militaire, mais pas dans les transmissions. J'ai fait mon service militaire dans le train. Je suis officier de réserve, et donc j'ai fait mon service, mais enfin on a appris quand même ça. Ensuite, la transmission, y a le sujet d'actualité, la fiscalité et l'héritage. Est-ce qu'on doit taxer davantage l'héritage pour plus de distribution? De toute façon, en France, on veut tout taxer en ce moment, donc c'est un concours de taxes. Et puis, il y a la question de la transmission de l'héritage. Je vous parlais de ma grand-mère tout à l'heure. Elle nous a transmis des choses incroyables. Elle nous a transmis son souvenir. Les gens déjà qui arrivent à vous transmettre leurs souvenirs, à vous transmettre leur présence au-delà de la mort, c'est quand même incroyable. Et là encore, c'est beaucoup sa tendresse et son affection chaleureuse qui vous a marqué profondément. Oui, il y a ça, et puis il y a la transmission. Je vous parlais de la musique. Mon père m'a transmis un certain goût pour la musique. Ma mère, un certain goût pour l'artisanat, pour les arts. Et puis les profs aussi. Les profs vous transmettent des choses. J'avais un prof, j'ai fait une 6e à l'institution Saint-Joseph de Caen. Et on avait un prof de maths qui nous faisait faire la prière le matin. J'étais un peu terrorisé à ce moment-là, j'avais peur d'être embrigadé. Et puis finalement, maintenant, le « Je vous salue » au début du cours de maths, finalement, il m'a laissé un souvenir attendri.
Mais la transmission, oui, c'est des profs, c'est des professionnels qu'on a croisés dans sa vie qui vous ont transmis des savoir-faire. C'est un monsieur avec lequel j'ai réparé ma maison et retapé ma maison, qui s'appelle Jean-Pierre, avec lequel j'ai discuté des corps de métier, les couvreurs, les plombiers, les peintres. Moi, je suis fasciné par l'artisanat, que ce soit l'artisanat d'art ou l'artisanat tout court, donc je trouve ça formidable. Je suis un grand avocat des métiers de la main, même si je ne suis pas un gros bricoleur, mais enfin, je fais ce que je peux. Et vous dites que vous aviez été très, très frappé par l'incendie de Notre-Dame ? Oui, j'ai été frappé par l'incendie. Je crois qu'on a tous été abasourdis par ce qui se passait. Mais j'ai été encore plus admiratif par la reconstruction de Notre-Dame. À Radio Classique, nous, on était très... les orgues, on a été très inquiets pour les orgues de Notre-Dame, donc on a invité en 2 ans à 2 reprises les organistes de Notre-Dame. Et puis, évidemment, le groupe LVMH et Bernard Arnault, à titre personnel, ont aidé à la reconstruction. Donc, quand vous êtes dans une société qui aime la musique, qui aime la musique sacrée, et qui a participé à une partie du financement de cette reconstruction, qui a associé évidemment beaucoup de générosité, vous êtes partie prenante. Mais l'artisanat d'art, pour moi, s'est exprimé à travers cette reconstruction. Et je dois dire que je suis admiratif des artisans qui se sont relayés assez vite, d'ailleurs, très vite, pour relever ce défi des 5 ans qui avait été lancé par le président de la République. Ça, c'est quelque chose, on peut être de droite, de gauche, du centre, tout ce que vous voulez. C'était magnifique, c'est vrai, c'était magnifique. Je dois dire qu'à l'actif du président Emmanuel Macron, le volontarisme affiché pour la reconstruction de Notre-Dame est quelque chose qui restera. Ah, Obi-Wan est d'accord. Il est là. Alors, on a parlé de ceux qui vous ont transmis, vos parents, les professeurs, votre grand-mère. Et vous, David Abiker, qu'est-ce que vous aimeriez transmettre ? On ne se rend pas compte de ce qu'on transmet. Ça, c'est un truc que j'ai appris. Je vais vous donner quelques exemples. Vous rencontrez parfois dans la rue des auditeurs de Radio Classique et ils vous disent « Je ne peux pas me réveiller sans Radio Classique le matin ». Et vous vous dites, mais pourquoi ? Ah, mais c'est votre voix. Ah, mais c'est Christian Macarian. Ah, j'adore Gisbert. Ah, j'adore un tel. Ah, et puis vous avez une façon de nous réveiller qui est tranquille, vous ne nous agressez pas. Donc, on transmet des choses, des bonnes ondes, si j'ose dire, puisqu'on fait de la radio, qu'on ne soupçonne pas. On est toujours surpris que quelqu'un vous dise ah, votre voix, machin. Bon. Ça, c'est la première chose. Ensuite, à chaque fois qu'on veut transmettre dans un cours, on ne sait pas ce que va retenir un élève. Moi, c'est la rançon de quelques années d'enseignement. On ne sait pas ce que retiennent les élèves. Moi, j'ai des gens qui sont venus me voir en disant « Vous m'avez fait passer une soutenance de stage, je m'en souviendrai toujours, mais vous avez dit un truc et ça m'a poursuivi toute ma vie et j'y pense encore. Ou vous m'avez donné un bon conseil, vous m'avez permis de faire ceci. » Parce que j'ai travaillé à Sciences Po, donc j'étais à la fois responsable pédagogique et un peu prof. Et il y a des élèves comme ça qui reviennent. Alors, ce sont devenus des grandes personnes. Moi, je vois arriver des adultes. Ils me disent, j'ai été votre élève. Et je me dis, mais c'est pas possible. On n'a quasiment pas d'écart d'âge. Et ils me disent, ah, bah, vous m'avez rendu un fier service. Ma foi, tant mieux. Et puis, la transmission, c'est ce que vous ont transmis vos parents, vos proches, vos aînés. Et vous avez 2 filles, vous nous avez dit ? Oui, elles me transmettent des choses. Ouais. Et vous leur transmettez aussi ? Je ne sais pas ce que je leur ai transmis. Peut-être quand je les vois cuisiner, comme j'ai beaucoup cuisiné pour mes filles, je les vois cuisiner, je les vois bien se débrouiller en cuisine et elles font des trucs. Elles font des trucs, elles ont un sens de la présentation. La cadette fait des apéros incroyables et l'aînée a un sens des saveurs absolument dingue. Et elles ont des prénoms bibliques aussi, non ? Oui, mais je ne les donnerai pas à l'antenne. Je ne les donnerai pas à l'antenne, mais il y en a un qui veut dire... Alors, je vous donnerai leur sens en hébreu, ou en tout cas leur étymologie. Il y en a un qui veut dire aimer de Dieu, et l'autre... Dieu guérit. Il y a Dieu guérit et la joie qui vient de Dieu, ou quelque chose comme ça. Bon, ensuite... Chacun fera son marché. Mais on ne sait pas ce qu'on transmet à ses enfants. Merci beaucoup. Vous revenez. Oui, je reviens.
Nous sommes sur Lumière intérieure et nous recevons David Abiker. Alors David, comment avez-vous ressenti cette expérience des mots dans votre petite pièce seule à écouter ma voix? En fait, on lève les yeux au ciel. Instinctivement, on va chercher l'inspiration vers le haut, on ne va pas la chercher vers le bas. Ah, c'est joli. C'est curieux, hein? Enfin, en tout cas, moi c'est mon cas. Vous avez des invités qui vont directement chercher la caméra pour ce qu'ils ont l'habitude de la télévision. Moi, enfin, j'en ai fait beaucoup, mais moins. Mais je crois que quand l'intervieweur n'est pas en face de vous et que vous lui posez des questions, on a tendance à aller chercher l'inspiration comme ça. Moi, j'ai été beaucoup comme ça. Et elle est venue, l'inspiration? C'est aux téléspectateurs de le dire. C'est pas moi qui vais dire si j'ai dit des choses intéressantes. Mais en tout cas, de toute façon, quand les gens parlent d'eux, ils sont toujours contents. Donc, si vous pouviez inviter 66 millions de Français, je pense qu'ils seraient ravis pour pouvoir... Est-ce qu'il y a un mot que vous avez aimé particulièrement ou qui vous a dérouté au contraire? Le mot vin. Je ne m'attendais pas à ce que vous alliez me chercher sur le vin, mais on trouve toujours des choses à dire. J'ai été étonné que vous ne me ressortiez pas la vocation de prêtre que j'ai eue vers 11-12 ans. Alors vous avez envie de nous en parler maintenant? Je trouve qu'elle est drôle, parce que en vérité, en 78 sort un film qui s'appelle Superman, avec Christopher Reeve, qui était un acteur, très bel acteur, parfait pour jouer Superman. Et puis entre deux Superman, parce qu'il en a fait 4 ou 5, il a joué dans un film qui s'appelait Monsignor, où il jouait un homme un prêtre en soutane, mais qui maniait de l'argent, avait des relations avec la mafia, roulait en voiture de sport. Et je pense qu'en c'est ça qui vous a attiré? Qu'en plus d'être prêtre, il avait une maîtresse. Donc autant vous dire... Et c'était Superman pour moi. Je me dis, mais si Superman est capable de porter la soutane, de rouler en Ferrari, de fricoter avec la mafia, d'être en rapport avec le bon Dieu, et en plus d'avoir des conquêtes féminines, ce métier est fait pour moi. Et donc, pendant quelques semaines, je me suis dit, je serai cardinal ou quelque chose comme ça. Tout de suite cardinal, le top. Non, derrière ça, il y a, le vêtement liturgique. Moi, j'ai une mère brodeuse. Ouais. Je vous ai dit que dans la famille, il y avait un prêtre. Ouais. Et je dois dire que les étoffes, le satin, la soie, les vêtements très travaillés, brodés à la main, c'est quelque chose auquel je suis très sensible. Et donc, je regarde toujours. J'ai des broderies de ma mère à la maison, des représentations religieuses même qu'elle a brodées. Et je suis très impressionné par son travail et par le travail de broderie. C'est des choses qui se perdent absolument. Et les gens qui aiment le plus ça aujourd'hui, bon, il y a évidemment une tradition bretonne de broderie, mais ma mère faisait des choses plus sophistiquées. Et c'est souvent à l'étranger. Les gens sont fascinés, en Belgique, en Suisse, les Chinois, les Japonais sont absolument fascinés par ce travail de broderie parce qu'ils savent. Alors David Abiker, si vous aviez une dernière parole à dire avant de mourir, qu'est-ce que ce serait? Je dirais vivement la lumière. Je dirais ça parce que on s'imagine toujours qu'on va être mis au tombeau, mais qu'on va voir l'obscurité dans le tombeau, alors qu'on est mort. Donc théoriquement, on ne va pas voir l'obscurité dans le tombeau. Mais il y a quand même cette angoisse d'être enseveli et d'y voir encore. Le côté enterré vivant, parce qu'évidemment, on sait qu'on va mourir, mais on n'y croit pas. Ça, c'est vraiment le cœur de l'affaire. Ouais. C'est le cœur de l'affaire. Donc, vivement la lumière. Vivement la lumière, c'est pas mal, je trouve. Mitterrand, c'était enfin te voilà, ou enfin tu sais. Je crois que c'était ça. Ou peut-être Jean d'Ormesson, je ne sais plus. C'était la question que posait Bernard Pivot. Et voilà, et je retrouverai ce chien, parce que ce chien va sans doute partir avant moi, ce qui serait dans l'ordre des choses. Et donc je retrouverai mon chien, mes proches. Merci et surtout, beaucoup, enfin, David la Abiker. lumière. Ouais. Merci David Abiker. Merci à vous. Merci beaucoup. Je rappelle que vous étiez venu nous présenter votre concert de Noël sur Radio Classique. Nous étions très heureux de vous recevoir. Si cette émission vous a plu, vous pouvez la retrouver sur ktotv.com. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup.